Je suis Sylvain Secaldi et avec Ilan de Raspid de Studio Gemini, nous allons passer un petit moment à discuter avec Bernard Jolivald. Pratiquer la photo de rue implique de photographier des inconnus, ce qui peut s'avérer inhibant. Est-ce qu'il faut demander une autorisation? Est-ce qu'il faut se cacher? Comment adapter l'usage de son matériel pour plus de discrétion? Nous poserons toutes ces questions à Bernard et il nous livrera ses astuces pour photographier dans la rue sans interférer avec le cours des événements. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc on est très heureux de te retrouver pour ce deuxième podcast et on va commencer tout de suite avec la première question. On aimerait savoir comment est-ce que tu abordes les inconnus que tu es amené à photographier. Les gens ne les abordent pas. Ouais. Les photos de rue, enfin, dans l'esprit par exemple de Cartier-Bresson, c'est une photo de rue qui est proche du travail de l'ethnologue, c'est-à-dire il ne s'implique pas, il ne fait pas de vagues, il passe inaperçu. Et donc le photographe de rue, dans cet esprit-là, prend la photo à l'insu de tout le monde. Évidemment, il y a actuellement une tendance qui vient surtout des États-Unis, mais là, il y aurait beaucoup à dire et on sortira un peu du sujet parce que c'est plus de la psychologie géopolitique, disons, une sorte de culpabilité teintée de bons sentiments, enfin un côté un peu bisounours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se permettre ceci, il faut demander l'autorisation de cela et tout. Et à mon avis, en fait, on fait fausse route à ce moment-là. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on demande aux gens l'autorisation de les photographier, on fait de la photo composée, qui peut être de la très bonne photo, mais ce n'est plus de la photo de rue. Il y a eu aussi d'innombrables sites, alors j'en ai vu pas mal, qui expliquent comment surmonter sa crainte des autres. Il faut savoir, comme j'ai d'ailleurs expliqué lors de mini-conférences, que la photo de rue n'est pas liée à la timidité. La timidité, on la soigne par ailleurs. Et la photo de rue, en fait, c'est l'application d'une certaine façon d'approcher les gens, pas de les aborder, de les approcher. Et donc, cette timidité n'est pas admise. En plus, il y a un point qui est quand même relativement important dans cette pléthore de sites qui expliquent comment approcher les gens, c'est que si on approche les gens avec un esprit négatif, non seulement les gens le sentent confusément, il y a quand même un contact qui s'établit, donc il y a l'aspect négatif, et forcément négatif, c'est prédateur, malsain, malhonnête, tout ce qu'on veut. Et de la part du photographe, c'est très malsain aussi, parce qu'il part du principe que la démarche photographique qu'il prend est vouée à l'échec. Donc il met des protections, des barrières, des canalisations, tout ce qu'on veut, alors que c'est justement dans la spontanéité, le fait, disons, de ne pas entrer en contact avec les gens ne veut pas dire qu'on les rejette, ça veut dire qu'on fonctionne sur un autre canal. On n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour faire des gousi-gousi, des sourires et tout, on fonctionne sur un autre canal. Mais si on part du principe que la va être ratée parce que les gens vont réagir violemment, c'est déjà faire un procédé d'intention à la personne qu'on photographie. Si soi-même on prend sur soi, ça pose déjà un problème de confiance en soi, de timidité et autres. Et en fait, la photo de rue se place en dehors de tout ça. Disons que toutes ces choses-là sont jetées à la poubelle. Donc tu n'abordes pas les gens. Pourtant, quand on te voit dans ta pratique, il est évident qu'il n'y a pas de volonté de se cacher pour prendre la photo. Comment est-ce que tu fais dès lors pour passer inaperçu? Mais il n'y a pas, disons, se cacher, c'est contre-productif. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est-à-dire la démarche, en fait, et c'est là qu'il y a peut-être un malentendu, c'est que le photographe de rue, d'abord, sur un plan purement technique, maîtrise son appareil et l'appareil devient son prolongement. Il a peu à se demander s'il va ouvrir à temps et temps, mettre telle vitesse et tout. C'est des choses qui vont de soi, auxquelles il n'a absolument pas réfléchir. Donc, à partir de ce moment-là, le photographe n'a pas à se caché, se promène dans la rue, il s'arrête éventuellement, comme n'importe quel passant qui maintenant beaucoup de gens s'arrêtent un peu naturellement parce qu'ils téléphonent ou des choses comme ça. Donc la personne arrêtée au coin d'une rue, c'est encore plus banalisé qu'avant. Ouais. Par contre, si un photographe commence à jouer au sniper qui est planqué, immédiatement il détonne dans le paysage, c'est-à-dire Ouais, les c'est gens le ça. voient, il devient voyant. Alors Mm. que moi je me balade avec un appareil qui est quand même pas très discret, mais du moment que je marche à l'allure de tout le monde, que j'ai un appareil photo, les gens se disent il fait des photos, bon ben il fait des photos. À partir de ce moment-là,
tout est dans l'ordre, il n'y a pas de vague. Mm. Mais dès qu'on commence à se planquer derrière une voiture ou un coin de rue, à ce moment-là, s'il y a 100 personnes dans la rue, il y en a 90 qui vont se demander ce que vous faites là. Et sur les 90, il y en a 89 qui vont se dire il n'a pas intérêt à me photographier. Mm. Donc le problème n'est pas de se planquer, le problème c'est réellement d'être dans le flux, d'être dans l'air du temps, d'être quelqu'un parmi les gens, et les gens à la limite ils en ont rien à foutre. Voilà. Chacun fait sa petite salade dans son coin. Moi, j'ai toujours appliqué en fait ce que j'ai appris de l'époque où je traînais dans des groupuscules et autres. Quand par Inavouable. exemple, oui, quand par exemple, l'exemple de l'attentat, disons, quelqu'un se promène, il descend quelqu'un dans la rue, c'est en contrat. Le type qui a tiré, il va pas partir en courant. Il part d'un pas normal, les gens sont obnubilés sur la personne qui s'est fait descendre et on ne le voit plus. Il est dans le décor, Ouais. il est complètement dans le décor. Alors, évidemment, on parlait du photographe sniper qui est planqué, qui cadre et puis qui flingue sa photo quasiment. Moi, je suis plutôt pour le photographe révolutionnaire qui fait son contrat et puis qui s'en va d'un pas tranquille, ni connu. Donc pour passer inaperçu, il faut s'intégrer dans l'environnement. Et pour être intégré dans l'environnement, il faut non seulement que tu adaptes ta posture, mais aussi ta gestuelle en fonction de la situation. Il faut également choisir un matériel adapté. Disons que, en fait, tout est dans le naturel et la discrétion. Ouais. Il faut pas s'imposer, il faut simplement être là. Et les gens constatent que vous êtes là et puis ça va pas plus loin. Pour revenir à la question du matériel, tu te trimbales la plupart du temps avec ton Fuji et ton réflexe monté d'un téléobjectif. À quel moment est-ce que tu te dis qu'il faut prendre tel ou tel appareil? Dans la rue, je préfère évidemment le zoom pour des raisons évidentes de pouvoir se rapprocher quelque peu du sujet, parce que le sujet est rarement pile poil à la distance la plus valable. Bon, dans ce cas-là, quand ça arrive avec l'objectif fixe, avec le 35, que le sujet est un peu trop loin, on met le décor attribution, c'est-à-dire on cadre quand même, mais il y a des cas où on souhaite faire un cadrage plus serré. Et il est vrai que, quoi qu'en disent les puristes, un zoom même modéré est quand même bien pratique dans ce cas-là. Ce qui fait que, en général, je passe de l'un à l'autre. C'est très très souvent au moment où je descends dans le métro. Alors dans le métro, je sors le Fuji qui est effectivement plus discret, qui permet de travailler silencieusement, tout à fait à l'insu des gens, alors que le réflexe, même malgré le bruit du métro, le bruit du boire, ça s'entend. On peut pas cacher le fait que la photo a été prise dans le métro. Ah tiens, c'est drôle, je pensais que l'appareil que tu utilisais le plus, c'était le Fuji, qui est beaucoup plus discret. Mais par exemple, quand j'ai fait mes petites sorties à Berlin, qui est une ville un peu particulière parce qu'on photographie encore plus facilement qu'en France, mais j'avais les deux au cou. J'avais le Fuji et le réflexe, et je passais de l'un à l'autre au feeling. C'est difficile de dire pourquoi je prenais plutôt l'un que l'autre. Mais il est vrai que parfois d'ailleurs, parfois le réflexe peut faire diversion. Vous avez le Fuji en main, les gens ne voient que le réflexe, ils ne vous voient pas photographier avec l'appareil plus discret. Et ça, c'est un peu anecdotique. Mais à Berlin, j'ai des photos là-dessus, d'ailleurs, où on me voit avec les deux appareils. Ça, je ne suis pas du tout complexé pour le fait qu'il faut se planquer, passer inaperçu. C'est vrai que ça joue, mais il ne faut pas en faire une règle absolue. C'est vrai que de te voir utiliser le réflexe, ça renforce cette idée. Que pour s'intégrer dans l'environnement, il ne faut pas forcément essayer de se cacher. C'est un peu comme si on essayait de cacher un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que les gens ne voient pas l'éléphant. Tant que les gens ne sont pas personnellement concernés, à la limite, il y a une très large tolérance. Chacun dans la rue fait ce qu'il veut. Évidemment, quand ils voient un objectif, surtout un imposant téléobjectif, se braquer sur eux, se pointer sur eux, à ce moment-là, ça ressemble à de l'artillerie lourde avec le côté agressif que ça peut avoir. Et est-ce qu'il y a des accessoires ou des petites trouvailles matérielles dont tu aurais du mal à te passer dans la photo de rue?
Disons que dans les endroits un peu statiques, comme le métro, comme certains intérieurs, ou même dans les musées et tout, qui sont des autres endroits où le Fuji est de loin beaucoup plus, quand je dis Fuji, c'est tous les appareils apparentés, est Oui, oui, beaucoup plus ouais. conseillé. Il y a un petit accessoire que j'aime bien sur le Fuji, mais qui ne se monte pas sur tous les appareils, c'est le fameux bouton de Mm. déclenchement. Ouais, Mm. vous C'est allez un trop. petit gadget qui attire en général l'attention. Quand les gens discutent avec moi, ils voient ce petit bouton Ouais, rouge bah qui est oui. sur le déclencheur et puis ils me demandent ce que c'est. Ce petit bouton rouge fait qu'on n'utilise plus le bout de l'index pour appuyer. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça évite ce qu'on appelle le coup au déclenchement. C'est-à-dire qu'au moment où on appuie, non seulement on enfonce le déclencheur, mais on fait pivoter l'appareil avec, d'où un risque de flou de bouger. Mais surtout, on n'appuie plus, comme on n'appuie plus avec le bout de l'index, ce qui pour la plupart des gens est le geste du Mm. photographe qui déclenche, on a en fait le doigt qui repose dessus et c'est un très léger mouvement du doigt qui Mm. déclenche. D'accord. À ce moment-là, quand je suis dans le métro, j'ai soit l'index, soit le pouce qui repose négligemment sur le bouton de déclenchement et ça part tout seul. Les gens ne voient rien. Et en plus, comme je travaille à diaphragme complètement ouvert, il n'y a même pas disons, l'indice que peut être la fermeture du diaphragme et sa réouverture qui laisserait supposer qu'une photo est prise. Donc je peux mitrailler, je peux prendre photo sur photo sans problème. Il n'y a pas de bruit, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun geste de la main. Pour ça, le bouton de déclenchement est absolument fabuleux. Mm. Et ce petit bouton rouge, est-ce qu'il a été conçu pour cet usage? Il a été fait pour ça, il a d'abord été fait pour le Leica. Le Leica était le premier à en bénéficier. Et le seul inconvénient de ce bouton, c'est qu'il faut qu'il y ait un filetage standard sur le déclencheur, un D'accord. filetage qui était prévu pour les déclencheurs souples. Et à part le Leica, le Fuji et peut-être un ou deux appareils, il y en a très peu qui l'ont. Et tous les appareils électroniques enfin tous les réflexes en sont dépourvus parce qu'ils ont un déclencheur Mm. électronique. Ok. Enfin, Et l'autre est électronique aussi, mais il y a plus le filetage. Ouais, ces astuces matérielles, ces trouvailles sont intéressantes. Est-ce que tu en as d'autres du même genre à partager? Disons qu'en ce qui me concerne, c'est effectivement l'astuce principale. Maintenant, il y a effectivement la question de la couleur de l'appareil. Est-ce qu'il doit être tout noir? Est-ce qu'il doit être plutôt Mm. chromé? Bon, c'est relativement secondaire. Ouais. L'appareil tout noir, effectivement, passe soi-disant plus et plus inaperçu. L'appareil qui est à la fois noir et chromé est peut-être un peu plus voyant, mais il offre un autre avantage, il fait amateur. Or, quand on Mm. fait de la photo de rue, il vaut mieux passer pour l'amateur un peu doudingue comme le mm, professionnel efficace. Le Mm. professionnel efficace, on s'en méfie parce que c'est connoté presse, connoté information, donc des formations de l'information. Enfin, il y a tout un tas de fantasmes là-dessus. Alors que le doudingue qui a son appareil et puis qui photographie quasiment de façon compulsive par manie, on lui pardonne beaucoup de choses. Disons Alors, juste un truc, de ce côté-là, la photo de rue, c'est quand même une école d'humilité. Je ne parle pas vis-à-vis des gens qu'on photographie, il y a ça bien sûr évidemment, mais c'est une école qui vous oblige à ne pas frimer. Si vous frimez, vous êtes foutu. donc, mieux vaut jouer le doudingue, un peu la tête dans la lune, quand on photographie dans la rue. Est-ce qu'il y a une gestuelle ou des attitudes que toi tu adoptes pour correspondre justement à cette image? Sur- La vraie gestuelle, mais que je réfute, on comprendra pourquoi, c'est le coup du touriste à gros bide avec l'appareil posé dessus. Ça, évidemment, disons que c'est l'inoffensif type au niveau photo. Le fait est que même si je joue les doudingues allumettes photo, quand je suis en chasse, parce qu'il faut appeler les choses par le nom, j'ai l'appareil à la main. Et dès qu'on a l'appareil à la main, pour les gens qu'on croise, c'est un côté imminent. Il est prêt, il va photographier. Donc, d'un autre côté, on a un regard qui est un peu différent. Moi, je croise le regard des gens très souvent, même ceux que je ne photographie pas, c'est-à-dire la majorité, mais il y a une sorte de connivence. Ils se rendent tout de suite compte qu'on est en chasse.
Évidemment, ils sont contents de ne pas avoir été dans la ligne de mire, mais le photographe qui fait de la photo de rue, on voit bien qu'il est en train de scanner tout ce qui se passe. On voit bien qu'il a l'appareil tenu à la main et que ça peut déclencher très très vite. Donc ce côté un peu amateur doudingue est compensé par le fait que sans jouer les photographes paparazzi ou photographes de presse ou trucs comme ça, on passe quand même pour des gens qui sont là pour faire des photos et ça peut déclencher n'importe quand. Amateur doudingue, mais avec une certaine transparence. Tu as l'appareil à la main, tu as l'œil aux aguets, on voit bien que tu vas photographier. Oui, parce que les gens, quand ils marchent, en fait, ont ce que les Américains appellent d'une expression difficilement traduisible, une expression qui disent private, c'est-à-dire un peu privé, disons. C'est-à-dire les gens sont sont un peu en eux-mêmes, avec juste le minimum d'attention pour traverser les rues ou à la rigueur pour regarder les vitrines, mais il y a une sorte, ils sont un peu coupés du monde extérieur. Le photographe de rue, lui, on sent bien que rien ne lui échappe, Hmm. qu'il regarde tout. Et évidemment, ça change complètement ça change complètement le rapport qu'on peut avoir avec les gens. Donc, comme je disais avant, quand les gens croisent un photographe et s'aperçoivent qu'il a un appareil à la main, d'un côté, ils se disent il est en train de faire des photos, avec quand même la petite appréhension de se dire pourvu que ce soit pas moi. Ouais. Donc certains photographes surjouent un peu la posture du touriste inoffensif, on a bien compris que c'était pas ton truc, mais est-ce qu'il y a chez toi aussi un rôle de composition dans ta pratique? Forcément, il y a toujours un rôle de composition. Disons, c'est pas normal de se promener avec le doigt sur le déclencheur. Donc, forcément, on est un personnage qui est un peu hors norme. Mais ce qu'il faut, c'est justement ne pas le surjouer, ne pas se dire je dois passer inaperçu. Alors dernièrement, j'ai lu des trucs sur des gens qui choisissent leur habillement et tout et tout. Bon, évidemment, il faut pas se balader avec une coiffe de bretonne bigouden dans la rue. Là, on risque d'être vu de loin. Mais il est vrai que souvent, quand je fais de la photo de rue, j'ai ma veste multipoche avec une autre veste par-dessus. On voit bien que c'est une veste photo, mais comme j'ai un appareil à la main, finalement, ça va avec. Disons qu'il faut jamais surjouer. Il faut être vraiment au naturel. Il faut savoir, d'une part, passer inaperçu, mais savoir aussi accepter le fait que, on est en train de faire des photos. Mais disons le mimétisme, de toute manière, bon, il y a des pays dans lesquels on n'arrivera jamais à passer inaperçu. Moi, je dois avoir une photo qui est quelque part, mais je ne sais pas si je l'ai gardée et tout, où je me baladais. Alors là, c'était un coin quand même un peu particulier. C'était à Douala, sur un marché qui s'appelait Djoubel. Alors, je savais que sur les marchés africains, il faut quand même faire attention avec le matériel photo parce qu'ils sont un peu speed. Donc, j'avais emmené uniquement un petit Leica à ce moment-là. Et j'avais pris une photo, mais vraiment une vue très générale. Et tout à coup, je vois 5-6 doigts qui se pointent vers moi. Et puis des types qui me sautent littéralement dessus parce que j'avais fait des photos. Bon, il est vrai qu'à ce moment-là, j'avais beau être habillé un peu dépenaillé parce que je vais pas aller dans des endroits comme ça en costume 3 pièces, chose que je porte jamais d'ailleurs. Mais de toute façon, j'étais le blanc. Alors déjà, hein, dans ce marché où on n'en voit jamais, on m'avait vu venir à 50 mètres avec en plus en train de prendre une photo. Ça a été l'incident diplomatique. Juste pour la petite histoire, il y a un taxi qui passait à côté. J'ai ouvert la porte, j'ai sauté dans le taxi et puis j'ai fermé la porte et j'ai verrouillé les 4 portes. Le taxi, il a tout de suite compris, il a accéléré et à un moment, il m'a dit « Vous faites un drôle de métier ». Donc ça, disons que ça risque pas trop d'arriver à Paris. Par contre, Ouais. évidemment, on risque quand on photographie quelqu'un, on risque parfois d'avoir une réaction un peu épidermique. Et est-ce que parfois tu as eu à gérer des situations conflictuelles? Et plus largement, est-ce que ça t'arrive régulièrement? Souvent non, mais ça m'est arrivé. Il y en a une d'ailleurs dont je parlais dans mon bouquin, c'était à Marseille, là encore sur un marché, Hmm. où je prenais des photos et où j'ai été pris à partie par une femme, mais qui n'était même pas photographiée, qui me dit vous n'avez pas le droit de prendre des photos, ce qui est d'ailleurs totalement illégal, si j'ai le droit de prendre des photos, qui menaçait de casser l'appareil.
c'était sympa, un Nikon D2X, excusez du peu. Et puis ça rameutait toute la foule. J'étais entouré de gens qui, en fait, étaient là en badaud, qui regardaient comment ça se passe. Et puis quand elle a dit, vous n'avez pas le droit de photographier les gens, je n'avais pas envie de me lancer dans une démonstration, disons, genre fac de droit. Je lui ai, elle a dit immédiatement après, devez leur demander l'autorisation. Ça, c'était déjà plus sensé. Et je lui ai dit, bon, dans ce cas, je vous pose la question, est-ce que je peux vous photographier? Évidemment, alors là, elle a ouvert des grands yeux, elle a dit, ah non. Et puis, je lui ai dit, ben, dans ce cas, l'incident est clos. Alors là, les gens se sont aperçus que ça tombait complètement à plat. Et puis, ils sont partis, il n'y avait plus de spectacle, il ne se passait plus rien. Et puis, moi, je suis allé faire mes photos ailleurs parce que là, j'étais un peu grillé. Mais les situations n'ont jamais plus dégénéré pour toi. Non, mais je sais qu'un photographe de Marseille, justement, que je connais bien par Facebook, qui est un très bon photographe de rue, qui est médecin d'ailleurs, il y a 2 ans, s'est retrouvé jeté dans le coffre d'une voiture de police et amené au poste, où on lui a demandé de sortir sa pellicule. Enfin, c'était l'abus de droit complet. Mais bon, Marseille, c'est un peu une zone de non-droit, c'est un peu particulier. Est-ce que tu as des conseils généraux à nous donner pour gérer ces conflits ou est-ce que c'est du cas par cas? C'est du cas par cas. D'abord, ça dépend du photographe. Il y a des Ouais, bien sûr. photographes qui sont plus diplomates que d'autres. Il y en a qui sont plus speed que d'autres. Bon, il faut toujours essayer de désamorcer le conflit d'abord d'une manière, disons, d'une manière courtoise. Maintenant, il est vrai que les gens qui s'en prennent aux photographes de rue sont en général extrêmement speedés et il est difficile de garder soi-même son calme. Bon, j'ai eu la chance que ça se soit bien passé à Marseille avec cette femme qui, elle, était vraiment extrêmement limite hystérique, complètement speedée. Mais je pense que il faut d'une part garder son calme, il faut aussi savoir exposer ses droits. Il faut rappeler aux gens, en France, la photographie est libre. Ce qui est réglementé, c'est la publication. Donc, évidemment, il y a la possibilité, ça m'est arrivé parfois, quand je voyais quelqu'un qui l'air mauvais se ramener, de lui parler dans une langue étrangère, mais parfois on trouve aussi sur des gens qui la connaissent aussi. Le coup de parler en allemand à Strasbourg, je peux vous dire que ça ne marchera jamais. Tout le monde connaît l'alsacien, tout le monde connaît l'allemand. Donc, on vous répondra en allemand, et peut parfois mieux que vous. Et en plus, le refus du contact, en général, empire les choses au lieu de les arranger. Mais c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas, c'est complexe. Et le mieux dans ce cas-là, c'est effectivement essayer, comme en politique, de voir si la diplomatie porte. Je reviens un petit peu sur la question de la posture du photographe. Tu as évoqué l'idée de laisser planer le doute sur ce qui a été photographié. Oui, là, on n'est pas dans les accessoires, c'est effectivement une question de posture. Ça, déjà, c'est un truc qui m'avait été appris d'ailleurs par un de mes amis il y a 30-40 ans, qui travaillait d'ailleurs pour des services spéciaux. Je vous dirai pas lequel, mais qui justement m'avait dit attention, quand il était journaliste, il était journaliste aussi, il travaillait pour l'ORTF et tout, et puis il m'avait dit voilà, quand tu prends une photo de quelqu'un de face et que tu as été repéré, tu regardes loin derrière. Effectivement, la personne à ce moment-là, et je l'ai vérifié souvent, est dans le doute le plus complet. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs incroyable de voir comment l'orientation du regard, le parallélisme de l'axe des yeux, qui est pourtant une histoire de dixième d'arc de degré, c'est infime, fait que quelqu'un, soit sans que le regard est posé sur elle par convergence de ses axes, soit quand il se porte à l'infini au loin, à ce moment-là, a un doute qui repose sur 2 choses. C'est d'une part le fait qu'elle échappe à cette focalisation, et aussi comme on regarde ce qui est derrière elle et qu'elle ne sait pas ce qu'il y a derrière elle, ça enfonce encore davantage le doute. Je n'ai jamais vu quelqu'un soumis à cet exercice le remettre en cause. À ce moment-là, il y a immanquablement un doute qui l'emporte sur tout le reste. Le doute profite au photographe. Tout à fait. Et toujours sur cette même idée de laisser planer le doute sur ce qui a été photographié, est-ce que tu as, toi, d'autres astuces? Le fait d'accrocher le regard, plus que l'appareil photo, les gens sont un peu obnubilés sur le fait que l'objectif est pointé sur. Mais c'est pas au niveau de l'objectif que ça se passe, c'est inerte un objectif. Quand il est
pas un peu long quand c'est un long téléobjectif. C'est vrai qu'il y a une analogie avec le Canon de 75 sans recul. Bon, ça peut intimider les gens, mais en fait, c'est au niveau du regard que ça se passe. Et les gens oublient que très souvent, avant de porter l'œil au viseur, ils ont déjà regardé la personne, il y a un contact qui s'est fait, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus cette discrétion du photographe de rue, il y a un contact humain qui se produit et on passe sur un autre registre qui est non plus celui de la photo, mais de la suite qu'on donnera à ce contact. C'est pour ça qu'il faut éviter ce contact pour que la priorité soit donnée à la photo et non pas au rapport humain. Hmm. Et une fois que la photo est prise, garder l'œil au viseur, même après que tu as déclenché, peut alimenter ce doute chez la personne photographiée. En fait, on garde l'œil au viseur et on décale très légèrement l'objectif, un peu comme si on D'accord, était en train de chercher de chercher l'image. À ce moment-là, les gens se disent, là, il cherche l'image, donc ouais, c'est ouais, qu'il n'a rien fait, il l'a pas trouvé. d'accord. Sauf évidemment s'ils entendent le claquement du miroir à 2 mètres, alors là, ils peuvent effectivement ils peuvent se poser des questions. Mais en général, la photo se fait à une distance qui fait qu'en plein air, le son se reporte moins. C'est une variante, disons. De toute manière, dans cette histoire-là, c'est un refus du regard. Alors Hmm. évidemment, il y a des gens qui disent oui, mais du coup, vous refusez le contact avec les gens. Alors on est dans un petit monde actuellement où le contact avec les gens a été érigé quasiment en religion d'État, mais on n'est pas là pour ça. Il m'est arrivé de discuter avec des gens, pas forcément parce que je les avais pris en photo, mais ça déconcentre énormément. Vous ne pouvez pas discuter le bout de gras avec tous les gens que vous Hmm. rencontrez, que vous photographiez. Sinon, non seulement vous passez l'essentiel de la journée parce qu'il y a des gens qui sont bavards et qui vous tiennent pendant un moment, mais ça déconcentre Hmm. complètement. Il ne faut pas oublier que la photo de rue, c'est un état de réceptivité qui fait que réceptif aux images, mais que c'est pas le moment de discuter si on est content de l'appareil, et puis ah Hmm. ben, c'est une belle bécane, super objectif et tout. À partir de ce moment-là, on est complètement en dehors du coup. D'où l'importance de laisser le flash désactivé. Là, il y a l'exemple de Bruce Gilden qui est quand même, moi je le tiens pour un prédateur, qui envoie carrément le flash dans la figure des gens. Alors oui, Gilden fait partie de Magnum, c'est un photographe de rue reconnu, mais je ne peux pas admettre ce côté prédateur de mettre un Leica sous le nez des gens avec le flash et de le faire partir. C'est vrai que cette pratique, elle peut être perçue comme agressive. C'est une violence, c'est une Ouais. agression, c'est extrêmement agressif. De toute façon, j'ai dit ce que je pensais sur mon blog dans un article qui s'appelle l'anti-Cartier-Bresson. Ils ont beau faire partie de la même maison. Je veux dire, Bruce Gilden a beau avoir la notoriété qu'il a, c'est pas quelqu'un pour lequel j'ai une estime particulière. Hmm. Donc, on va Euh, dire, la fin ne justifie pas les moyens. Et pour terminer sur le sujet, est-ce qu'il y a d'autres astuces que tu aurais pu oublier? Bon, il y a le fameux cadrage à hauteur de hanche, le hip shot, comme disaient les hmm. Américains. Je l'ai fait une fois systématiquement parce que je voulais essayer de voir ce que ça donne. Des photographes comme Elliot Erwitt le rejettent absolument. Pour eux, c'est pas de la photo parce qu'il n'y a pas de cadrage. Je pense que Hmm. Cartier-Bresson, c'est la même chose, puisque pour lui, ce qui prime, c'est la composition, la géométrie et donc le cadrage. C'est parfois un moyen de faire une photo discrètement, mais je me suis rendu compte justement en procédant comme ça, j'avais fait 3-4 fois le tour des Halles à Paris, et ben les gens remarquent beaucoup plus l'appareil tenu à bout de bras et pour ce genre de photo que quand on se promène avec l'appareil nonchalamment tenu, Hmm. prêt à partir au niveau du visage. Tout simplement parce que pour prendre les photo à hauteur de hanche, on est quand même obligé d'orienter l'appareil et le geste n'est pas naturel. Hmm. Et là, il y a certaines personnes qui ont remarqué effectivement que le poignet avait une orientation bizarre et que l'appareil était tout à fait curieusement orienté exactement comme Hmm. il fallait pour prendre les gens en face. Hmm. Donc je ne l'ai plus jamais fait. En fait, ça m'intéresse pas outre mesure. J'ai ma collection de photos prises à hauteur de hanche et je m'en tiens là. Donc, au catalogue des astuces, il y a laisser planer le doute sur ce qui a été photographié. Il y a éventuellement la photo à hauteur de hanche. Est-ce que tu utilises parfois le live view ou l'écran arrière orientable?
il est vrai que parfois je me dis que effectivement ce serait peut-être une bonne chose. Alors évidemment, l'écran arrière orientable, ça permet aussi de viser comme avec un relais flex, Ouais, c'est-à-dire avec l'appareil tenu à ouais, hauteur du ventre, et puis on regarde en on bas. jette un coup d'œil dedans. Hmm. Alors Cartier-Bresson justement avait fait une remarque tout à fait intéressante à propos du relais flex. Il a dit le Leica, c'est un côté tir. C'est pas pour rien qu'il le comparait un peu, qui parlait de la ligne de mire qui va de l'œil au sujet en passant Hmm. par le cœur. Mais le relais flex, et donc l'appareil à écran orientable qu'on tient à hauteur du ventre, fait qu'on se prosterne devant la personne pour viser. Cartier-Bresson, qui était quelqu'un de très orgueilleux d'ailleurs, ce que je dois être aussi un peu, s'érigeait complètement contre cette façon de travailler. Et en plus, il avait sorti cette chose très vraie. Il avait dit si Dieu avait voulu qu'on cadre les gens à partir du ventre, il nous aurait mis des yeux sur le ventre. Et donc, c'est une vision non naturelle. Alors, il y a une petite anecdote comme ça qui concerne en fait une amie photographe qui est très active sur Facebook. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est la reine du cadrage à hauteur de hanche. Toutes ces photos étaient en contre-plongée, elles le Ouais. sont toujours. En fait, elle est tout simplement en fauteuil En roulant. fauteuil roulant, ouais. Et ça, c'est fabuleux. Oui, elle a une mobilité absolument incroyable. Elle a une façon de vivre vraiment très optimiste. Mais quand on n'est pas prévenu, on a l'impression qu'elle ne fait que la photo à hauteur des hanches. Et en fait, non, elle a l'appareil photo qui est placé plus bas, tout simplement à cause de son handicap. Comment est-ce que tu as acquis toute cette gestuelle? Et est-ce que tu continues encore de l'affiner? Ben, disons, il y a en fait deux aspects dans la question. Il y a l'aspect Ouais, justement de la maîtrise technique. ouais, Il faut bien exactement. dire que maintenant, avec les appareils photo actuels qui ont des automatismes et de tous azimuts, la photo est devenue techniquement beaucoup plus facile. Notamment une fonction en fait qui est vraiment très précieuse, c'est la mise au point automatique. Ça n'existait pas quand j'ai commencé la photo. Et il est vrai que pour ça, le Leica avec son télémètre à image divisée était absolument fabuleux. C'était irremplaçable. Les réflexes avaient un système à stigmomètre, l'image était éclatée, et puis il y avait un stigmomètre aussi où l'image était divisée, on reconstituait les deux moitiés de l'image en continuité. C'était quand même un peu laborieux, c'était pas ça qu'est ça. Donc on est quasiment, disons, plus dépendant de la mise au point. C'est devenu extrêmement performant. Et puis les posemètres aussi ont fait des progrès énormes. Donc à la limite, un débutant peut effectivement s'affranchir de la technique. Dans 95% des cas, il n'aura pas de problème avec la lumière ou des choses comme ça. Il en rencontrera quand il sera dans des éclairages difficiles ou parcimonieux ou autres. Quant à la gestuelle, il n'y a pas une gestuelle donnée. D'abord, elle varie suivant les gens. Il y a des gens qui sont placides, d'autres qui sont nerveux. Il y en a qui n'ont pas trop envie qu'on voit leur appareil, d'autres comme moi qui n'en ont que faire et tout. Donc la gestuelle, en fait, on l'étudie pas, elle vient avec. C'est une question de caractère. Cartier-Bresson, j'ai vu sur une vidéo qui avait été faite, on le voyait, je crois, du côté de la rue Montorgueil en train de faire des photos. Mais jamais je me conduirais comme il l'a fait. Il sautille d'un côté à l'autre, et puis il monte, il descend, il cadre comme ci, comme ça et tout. Alors que dans mon cas, je suis beaucoup plus statique. Le seul mouvement que je m'autorise, c'est le mouvement qui fait que tout à coup, la main amène l'appareil photo à l'œil, ça déclenche et puis ça repart. Donc, il n'y a pas une gestuelle. Ce qu'il faut, c'est surtout être à l'aise. Et ça, évidemment, à lire les sites, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec le fait de photographier dans la rue. Donc cette appréhension de photographier les inconnus, toi tu ne l'as jamais eu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours paru naturel? Non, ce qui m'a paru naturel, c'est que l'appareil soit dans la rue. Ouais. Le fait de photographier les gens, évidemment, il y a des cas où on photographie absolument sans appréhension. Il y a d'autres cas où effectivement on peut avoir ce doute. Ça dépend en fait du moment. Mais là aussi, j'en reviens en fait à une lecture que j'avais faite quand je voyageais d'ailleurs. C'était Henri de Montfred qui était un aventurier notoire qui a écrit quand même pas mal de bouquins là-dessus. Et il y avait une anecdote qui m'avait beaucoup frappé.
À un moment, il était du côté au Yémen, dans lequel il était arrivé clandestinement dans le pays. Il devait passer en fait à un endroit qui était surveillé et il y avait une sentinelle qui surveillait. Et il explique dans le livre qu'à un moment, il a traversé en terrain découvert parce qu'il avait la certitude absolue que la sentinelle ne se retournerait pas, ne le verrait pas. Et je me suis dit, c'est quand même très fort parce que là, il risquait sa peau. Quand on fait des photos, on risque de se faire rabouer, c'est pas bien méchant, mais là, quand même, il prenait un risque énorme. Et ça m'avait beaucoup frappé, c'est-à-dire cette certitude absolue que ça se passera comme il l'a prévu. Et parfois, j'y repense quand je fais des photos. Je me dis, la personne pourrait me remarquer, mais elle ne me remarquera pas. Si on me demande pourquoi et tout, je pourrais pas le dire, je dirais simplement, elle ne le remarquera pas. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Et est-ce que cette appréhension s'est diluée avec le temps? Contrairement aux apparents, je suis d'un naturel plutôt timide et effacé, donc il y a des gens évidemment qui vont au culot, c'est un autre état d'esprit et ils donneraient d'autres réponses. Je pense qu'effectivement, ça se ramène un peu au trac du comédien, c'est-à-dire une poussée d'adrénaline dans certains cas. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a une anecdote marrante. C'était une starlette pas très douée qui avait dit à Sarah Bernard, moi, le trac, je ne connais pas. Et elle lui avait dit, bah oui, ça vient avec le talent. Et je pense que l'appréhension, je dirais pas qu'elle vient avec le talent, mais c'est une question d'état d'esprit, de psychologie, de mentalité personnelle et tout. Il en reste toujours quelque chose. Même si on prend un peu d'assurance, il y a toujours le moment où l'appréhension existe toujours. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la photographie de rue n'est pas une thérapie. Il faut composer avec, on peut le surmonter, mais il en reste toujours quelque chose. Aujourd'hui, une photo, on peut très facilement la publier sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup moins de maîtrise sur ce qu'elle devient réellement. Est-ce que tu ne trouves pas que se faire photographier par un inconnu aujourd'hui, c'est devenu un sujet beaucoup plus sensible? Oui, mais c'est tout à fait pertinent comme remarque, et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans le temps, quand le photographe prenait des photos, on savait que, hormis les professionnels, mais pour un amateur, ça dépassait rarement le cercle de ses amis, et puis au mieux, ça faisait l'objet d'une exposition qui elle-même n'avait que rarement une audience nationale. Donc ça avait un côté un peu rassurant, c'est-à-dire connaissant la personne, il a une bonne tête et tout, bon, il prend sa photo, d'accord. Maintenant, les gens, la plupart des gens maintenant sont parfaitement conscients qu'une photo peut se retrouver sur Internet et avoir une diffusion mondiale. C'est-à-dire avant, elle leur échappait un peu, mais ils arrivaient à circonscrire à peu près le cercle dans lequel elle resterait. Maintenant, la photo, ils ne savent pas ce qu'elle va devenir. Ces gens-là ne savent pas quelle heure elle va prendre. Alors, évidemment, ce point de la diffusion de la photo a été abordé par Bourdieu dans Un art moyen, mais Bourdieu a écrit son bouquin en 1960. S'il était encore vivant, je pense qu'il serait obligé de revoir sa copie et de rajouter un chapitre ou de mettre son équipe au travail sur le fait que maintenant la photo est extrêmement diffusée d'une manière qui était inconnue auparavant et que les gens le savent. Et ça, c'est effectivement un problème. Aujourd'hui, dans l'espace public, on est beaucoup plus filmé, par les caméras de surveillance notamment, et pourtant, ça ne semble pas déranger les gens plus que ça. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut bien faire la distinction entre les caméras de surveillance qui sont des caméras passives, c'est-à-dire derrière, il y a un type qui est dans sa guérite, qui surveille ce qui se passe et ça ne va pas plus loin. Mais à partir du moment où on photographie quelqu'un, on porte un certain regard sur cette personne et là, on en revient à Bourdieu, qui en parlait très largement dans son livre. La personne à ce moment-là se pose la question de la qualité du regard qu'on pose sur elle. Autrefois, quand les gens allaient se faire photographier, ils étaient endimanchés, ils allaient dans le studio, il y avait tout un cérémonial, c'était apprêté, et les gens étaient présentés à leur avantage. Maintenant, on peut présenter les gens dans des attitudes gênantes, ou du moins dans une attitude que les gens ne souhaitent pas. Et il y a effectivement cette notion qui n'existait pas à l'époque du droit à l'image. Ça existait il y a quelques décennies, mais maintenant c'est devenu une affaire d'État. Et il faut bien se dire que la résolution du problème est impossible, parce que les photographes de rue et les autres ont effectivement un droit de photographier qui est un droit artistique, un droit de diffuser leur art, parce qu'on ne fait pas de l'art pour soi-même, sauf cas exceptionnel. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier aux gens qu'ils ont un droit sur leur image et sur ce qui en est fait. Donc, trouver un
statu quo qui satisfasse tout le monde me paraît strictement impossible. Il y aura toujours quelqu'un de lésé dans cette Ouais, histoire. c'est sûr. Bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis bah, à très bientôt. Merci et au revoir.